Bonjour Jean-Louis. Salut Vincent. Donc, bienvenue à toi dans cette deuxième partie d'interview. On vient de faire donc la première partie d'interview pour découvrir Jean-Louis. Lors de cette interview, en fait, c'est une série d'interviews qui a pour but, pour sens, d'aider les personnes hypersensibles et multipotentielles à se découvrir, à comprendre que vous n'êtes pas seul, que tu n'es pas seul, et qu'aujourd'hui on peut transformer cette différence en normalité. D'ailleurs, comme tu as dit Jean-Louis dans la première interview, et justement en faire notre base, mais quelque chose de bénéfique, parce que beaucoup de personnes aujourd'hui ne savent pas comment l'utiliser. Voilà l'objectif effectivement de cette série d'interviews. Donc dans cette deuxième interview, on va découvrir Jean-Louis, comme j'ai dit à la fin, mais que tu viens de regarder normalement juste avant, sinon je t'invite vite à aller la regarder. On va découvrir un petit peu quels sont les points clés qui t'ont permis de te découvrir, de te comprendre aujourd'hui en tant que personne hypersensible et multipotentielle. Donc, quels sont les points clés? Alors, voilà, la question la plus incisive que je puisse faire, c'est quel est le moment quand tu étais jeune, on va dire, allez, en dessous de 10 ans, et que tu as eu un moment qui t'est arrivé de te dire je pense à des choses que les autres ne pensent pas, et que tu as commencé à comprendre que tu avais une différence. Est-ce que tu peux nous raconter un moment comme cela? Une succession de moments. Après, c'est clair que ce qui est intéressant dans le parcours, et c'est un petit peu ce que toi tu as vécu aussi, c'est-à-dire que tu vis les choses, tu les observes, mais tu n'en as pas conscience. C'est-à-dire que la première partie de vie, on a toujours cette tendance à développer le caméléon en nous, c'est-à-dire qu'à un moment, on prend la couleur de ce que les autres attendent de nous. Et on est dans une espèce de jeu de rôle, et je le reconnais complet, c'est-à-dire qu'à un moment, pour obtenir, parce que j'en parlais la première fois, l'être humain a deux besoins fondamentaux: aimer et être aimé. Et donc pour être aimé, tu vas prendre la couleur de l'entourage, parce que tu comprends très très vite que si tu prends cette attitude et ce comportement-là, tu vas récupérer cet amour. Même si c'est pas un amour incarné tel que tu voudrais être aimé, mais malgré tout, c'est moins souffrant que rien du tout. Puisque l'état d'être d'hypersensibilité, la caractéristique pour moi, c'est ce sentiment, je dis bien ce sentiment, cette perception de solitude, qui fait qu'à un moment, tu te sens profondément seul, et donc que tu sois à l'école, au collège ou aux autres, tu prends l'habitude de dire que tiens, si j'agis comme ça, voilà ce que ça génère. Et pour ne pas s'occuper de toi, tu vas t'occuper des autres. Tu l'as fait, tu l'expliques dans nombre de tes vidéos, et moi j'ai fait exactement la même chose puisque j'étais le Saint-Bernard. Je me souviens très très bien d'un professeur d'histoire géo qui avait dit à mes parents, votre fils est un Saint-Bernard. Et c'est vrai que c'était une façon d'être qui était moins souffrante en s'occupant des autres que de s'occuper de soi. Qu'est-ce qu'on fait de soi? Qu'est-ce qu'on fait de cette espèce de cerveau en étoile et de tout ce qui se passe dans notre vie? Donc moi, c'est une succession de moments. Je pourrais pas t'en donner un précis. Excuse-moi, je te coupe juste à ce moment-là. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as ressenti au moment où on a dit que tu étais un Saint-Bernard? C'est-à-dire, comment tu as ressenti? Tu as senti, ok, ça a l'air sympa, mais je vois bien que les gens ne réagissent pas comme moi. Comment tu as ressenti à ce moment-là, ce moment précis où on te l'a dit? Qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Tu as le sentiment d'exister. Donc à un moment, quoi qu'on te dise, tu respires, parce que quelque part, tu penses avoir trouvé une place. C'est ça le principe du caméléon. Le principe du caméléon, c'est qu'il ne se choisit pas, il n'est pas uni à lui, il est uniquement connecté à l'autre, et quand l'autre le valide, il se sent légitime. C'est tout le souci de la blessure fondamentale, puisque tu sais très très bien qu'on a tous des blessures fondamentales, mais tu ne peux pas te connecter à ta blessure fondamentale parce que c'est trop souffrant. Donc tu externalises le pouvoir de ta vie à l'extérieur. Et donc, quand tu as quelqu'un d'autre qui te dit, tiens, t'es un Saint-Bernard, ok, je prends, allez, je prends le rôle là, et tu le prends à bras le corps, et tu vas le faire à bout, au fond, au fond. Et hier, j'ai eu encore une consultation avec une dame qui me disait, quoi que je fasse, je réussis. Mais oui, puisque tu vas être perfectionniste dans tout ce que tu fais. Mais elle me dit aujourd'hui, moi, à 27 ans, je sais pas qui je suis. Et c'est pour ça que je suis pas bien, parce qu'à un moment, je ne nourris pas mon besoin. Et on nous apprend pas, nous, enfants, à dire c'est quoi ton besoin et comment je vais nourrir ce besoin. Donc pour répondre à ta question, c'est une succession de moments, mais c'est aussi en parallèle une prise de conscience. Puisque la caractéristique première pour moi de cette
sursensibilité ou hypersensibilité, c'est la capacité de pouvoir vivre sa vie de manière normée pour les autres, mais d'avoir la conscience de ce que tu vis. C'est la conscience qu'observe la conscience. Et donc, tout en agissant comme une marionnette, tu sais que tu n'es pas connecté à toi, mais tu es en mode survie. Mais tu vis. Donc, ça va. Et le chaos, pour moi, ça a été le décès de ma grand-mère à 13 ans, ça c'est clair, où la lumière s'est éteinte. Et là, encore plus, il y a une croyance de l'enfant qui croit qu'il est puni parce que personne ne lui explique, parce qu'on ne sait pas expliquer ça à un enfant. Et donc, il y a eu toute une quête, ce qu'on peut dire une dépression. Après, j'aime pas ces termes-là, mais j'en parlais la dernière fois, qui fait qu'à un moment, mon encre, ma résilience, elle était à l'extérieur de moi. Donc, c'est comme quand on a un animal ou une personne comme ça qu'on met au cœur de sa vie. Quand la personne disparaît, il y a tout qui s'effondre. Donc, quand tu dis l'élément majeur, c'est cet élément-là pour moi. Bien sûr, avant, dans la petite enfance, il y a eu plein d'autres choses, des perceptions. Parce que ce que je veux vraiment insister, c'est vraiment ça qui est intéressant. C'est pas les faits qui sont problématiques, c'est la perception qu'on a de ces faits. Quand mes parents m'ont laissé à l'âge de 2 ans et demi, ils ont été au cinéma et ils m'ont laissé seul avec une dame. Eux, ils ont bien fait, ils étaient persuadés que le gamin, leur enfant, il n'était pas abandonné, voilà. Moi, j'ai revécu ma blessure d'abandon d'une manière phénoménale. Mes parents m'abandonnaient. Et mon premier souvenir traumatique, il est là. Il est là, dans la perception que j'ai de ce moment-là. Pas dans les faits, puisque mes parents, légitimement, c'est un couple amoureux, ils vont au cinéma, ils ont le droit de souffler, ils ont pris une dame qui me garde. Mais moi, comme ils n'ont pas eu la capacité de dire quoi, on part au cinéma, on t'aime. Même si on n'est pas présent physiquement, on t'aime. Donc, sois rassuré. Il n'y a pas de souci. S'il y a quoi que ce soit, on saura nous joindre. Passe une bonne soirée, nous on va passer une bonne soirée. C'est ça, détecter très très tôt la sursensibilité, le fait que l'enfant peut être, entre guillemets, bouleversé par rapport au fait que ses parents partent. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont même pas pensé parler à leur gamin. Il avait 2 ans, 2 ans et demi, t'imagines? Enfin, et puis plein de parents agissent comme ça. Mais sauf que l'enfant, il est déjà avec un capteur ouvert à 360 et j'ai ressenti vraiment cet abandon. Ce qui a encore développé encore plus le caméléon derrière, puisque si je veux être aimé par papa et par maman, et qu'ils ne m'abandonnent pas, il faut automatiquement que je sois fidèle et loyal à papa, maman. Mais c'est un truc uniquement de ma perception de moi à moi, et en aucun cas, un autre enfant dans la même situation n'aurait pas du tout vécu ça comme ça. C'est ça qui est intéressant. Ce que j'essaie justement de capter quand je fais ces interviews discussions, c'est justement de capter des moments où on peut se sentir qu'on a vécu des choses dans une perception similaire. C'est-à-dire, comme tu dis, l'hypersensibilité, où toi tu l'as ressenti très jeune, par exemple à 2 ans et demi, où effectivement, je dirais l'ensemble des personnes qui ne sont pas hypersensibles vont pas percevoir ces choses-là. Et du coup, cette hypersensibilité va être difficile dans un premier temps à comprendre, à gérer, et pour nous, mais également pour les personnes autour, puisque comme tu l'as dit, tes parents n'étaient pas prêts, je dirais à 2 ans et demi, à faire ce que toi tu attendais, c'est-à-dire de donner cet amour et d'expliquer qu'il n'y avait pas une question d'abandon. Et encore, comment ce serait passé, même s'il l'avait fait, comment toi tu aurais réagi, mais c'est-à-dire qu'effectivement, il y a un besoin supplémentaire par rapport à cette hypersensibilité. Également, quand tu as dit au niveau de quand tu étais plus jeune à l'école, la première chose que tu as dite, Saint-Bernard. Moi, ce que j'ai vraiment envie de savoir, parce que tu es super fort sur justement tout le process, et là où on voit où c'est vraiment ta spécialité. C'est très intéressant ce côté-là. Moi, ce que j'aimerais faire ressortir dans cette interview, c'est tu as étudié tout ça pour te comprendre, etc. Mais Jean-Louis, au début, comment ça a découvert, je dirais fait découvrir, comme tu l'as dit, que tu avais besoin d'être aimé. Donc, quand on a dit Saint-Bernard, effectivement, tu as pris ta place en tant qu'existence. Ok, tout ça. Mais à cette époque-là, tu le savais pas forcément. Tu voulais prendre ta place. Ok, certes. Mais comment tu l'as ressenti? Que tu t'es dit, en fait, je me sens bien parce qu'on me dit quelque chose de positif, mais je suis quand même différent parce qu'ils disent pas à tout le monde que c'est Saint-Bernard. Pourquoi moi? Tu vois ce que te dire? C'est ça en fait, parce que c'est les questionnements qu'on se pose beaucoup. On se dit mais pourquoi moi? Qu'est-ce qui se passe? Comment tu as vécu dans ta tête ces moments-là? Ok, à 2 ans et demi, tu as senti cet abandon et c'était pas facile pour toi. Donc effectivement, le côté Saint-Bernard et
Comment tu ressens toi en tant qu'hypersensible ces moments-là? Moi, j'aimerais que tu parles de toi, de ces moments, de ton vécu. Et non du comment, mais vraiment de ce que tu as vécu à ce moment-là, tes ressentis. Est-ce que tu peux nous partager? Ce que tu dis, c'est très très intéressant. C'est-à-dire que pour moi, c'est seulement le parcours de vie qui permet de sentir. La caractéristique de l'hypersensible, c'est que justement, il n'est pas connecté à son senti. C'est-à-dire que ressentir la chose, là tu demandes un exercice, une relecture a posteriori d'un événement. Mais la caractéristique première, c'est que tu ne sens pas. C'est qu'il y a plein d'hypersensibles qui sont submergés par ce qu'ils ressentent, mais paradoxalement, ils ne sont pas connectés à leur senti. Puisque quelque part, cette blessure de rejet, je veux dire, la blessure de rejet, c'est la plus souffrante. Pourquoi c'est la plus souffrante? Parce que c'est la seule blessure fondamentale qui est connectée à l'être. C'est pas une blessure sur l'avoir et le faire ou autre chose, c'est une blessure sur l'être. C'est-à-dire, c'est la négation complète de l'extérieur de ce que tu es profondément et ce que tu ressens, comme une simplicité, et qui pour les autres est absolument complexe. Donc quand moi on me dit t'es Saint-Bernard, quelque part on met l'autre en avant et on me dit tiens ta mission de vie c'est d'aider les autres, et ça va superbement bien avec mon éducation familiale, puisque moi j'ai d'une famille catholique, judéo-chrétienne, où quelque part c'était toujours l'autre qui était mis en avant, et mon modèle parental c'était justement l'autre. Donc j'étais dans le rôle qu'on avait prévu pour moi, et ça m'allait. Même si au fond de moi, je savais bien que ça m'épanouissait pas, puisque moi je voulais être artiste. Donc moi je savais très bien ça. Mais il se trouve que là, la société, la norme, le côté éducationnel me donne ce rôle-là. Je le prends. Et c'est tous les gens que j'ai en consultation, je me rends compte d'à peu près ça. C'est-à-dire, je parle de la génération des 40 ans. Hein. La nouvelle génération des 20 ans, ça marche pas comme ça. Puisque la nouvelle génération, ils ont deux besoins fondamentaux, c'est le respect et trouver du sens. La nouvelle génération des 20 ans, hein, ça c'est vraiment ça. Ils n'ont pas du tout ce côté marionnette caméléon que nous on peut avoir, les 40 ans là et un peu plus, parce que quelque part, nous on a fait encore, on était loyal à eux, s'ils sont pas respectés, il n'y a pas de sens, ils font pas. Donc tout ça pour te dire que, oui, comment je me sens? Je me sens à la fois apaisé parce que ça y est, j'ai un sens, mais encore plus seul. Puisque je sais que je ne nourris pas ce que je ressens au plus profond de moi. Et progressivement, il y a un gap qui se crée, c'est-à-dire un fossé. Puisque aujourd'hui, on a des outils, il y a des gens comme toi. Moi, à l'époque, il n'y avait pas des gens comme toi qui fait que je peux pas me connecter comme ça sur mon écran et puis entendre là deux personnes qui me disent des choses qui résonnent. Donc là, à l'époque, moi, Internet, ça n'existait pas. Donc qu'est-ce que j'avais? J'avais juste la norme. Hein, ça dépend vraiment du milieu sociétal. Il y a un médecin. Et puis la croyance dans la famille, c'est que quand on est malade, on va voir des gens qui soignent l'esprit. Mais si on est bien, on va pas voir ces gens-là. Donc je redis juste que moi, à 13 ans, quand j'exprime ce chaos émotionnel, on me donne des anxiolytiques pour dire on va calmer. On ne sait pas quoi faire avec ça. Aujourd'hui, on vit une époque extraordinaire, puisqu'on vit une époque aujourd'hui où là, il y a des gens qui nous écoutent. C'est pour ça que j'accepte cette interview. J'accepte pas du tout pour parler de moi. Ça n'a aucun intérêt de parler de moi. C'est juste dire si vous ressentez aussi ça, avant même de rentrer dans ce nom qui est absolument une encre, hein, une étiquette, puisqu'on va te dire que tu es malade, que tu es hypersensible, voilà, que tu as besoin d'être soigné. Non, tu as juste besoin d'être entendu. Mais tu crois que c'est l'extérieur qui doit t'entendre, alors que la seule personne qui doit t'entendre, c'est toi. Et que tout ce chemin-là fait que, ok, j'ai mis des encres à l'extérieur, et la vie a été généreuse, puisque quand tu n'es pas connecté à toi, tu reçois un message. Et j'ai eu cette rupture du tendon d'Achille, et j'ai eu ces soucis, des cadeaux mal emballés, pour me reconnecter à moi. Donc c'est très très paradoxal, parce que tu crois être connecté à toi, mais en fait tu t'éloignes de toi. J'aimerais reprendre un point parce que tu vas vite, tu vas loin et justement c'est tout, je dirais un petit peu le challenge de ces interviews avec les personnes justement où il faut arriver à capter. Donc une des choses qu'on peut dénoter qui est assez intéressante, c'est que comme tu l'as dit, en tout cas c'est notre génération plus de 40 ans, on va s'adapter au mieux qu'on peut dans la société. Du coup, on prend des positions dans la société assez
confortable, on va dire, par rapport à l'ensemble des personnes qui nous apprécient. Et puis on peut développer aussi. Bon, attention, c'est pas parce qu'on est hypersensible qu'on est multipotentiel. D'ailleurs, dans une autre interview, je parle aussi de la différence de multipotentiel, haut potentiel, surefficient. Il y a pas mal de choses différentes. Mais ce que je veux dire, c'est que globalement, en étant hypersensible et multipotentiel, on est capable d'aller chercher, je dirais, des positions dans la société assez intéressantes et confortables, et où justement on va se conforter tout en s'oubliant, comme tu l'as dit. C'est-à-dire qu'on va être de mieux en mieux, de plus en plus confortable dans une société qui va nous accepter parmi ses normes à elle, mais on va oublier nos normes à nous, justement, où à l'intérieur, il y a quelque chose qui grandit un petit peu, c'est cet éloignement, comme tu l'as dit. C'est intéressant parce que ça se retrouve vraiment beaucoup, les personnes qui vont se fondre dans la masse de plus en plus, tout en s'éloignant de plus en plus d'elles. Donc ça, c'est intéressant. Ensuite, tu nous parles justement de ce moment où tu as vécu un moment difficile justement dans ta jeunesse et où ton hypersensibilité était tellement, je dirais, exacerbée par rapport à la normalité autour de toi qu'on t'a donné des anxiolytiques pour calmer tout cela, parce qu'en fait un petit peu les personnes en avaient peur de cette extrême, je dirais, sensibilité, et du coup ils ne savaient pas comment la gérer. Alors, est-ce que tu pourrais dire aujourd'hui, pour les personnes qui nous regardent et qui vivent des moments similaires, que justement ils ont cette extrême sensibilité qui est mal compris par la société, qu'est-ce que tu aurais aimé à ce moment-là qu'on fasse pour toi, je dirais dans ce moment précis, plutôt que de te donner des anxiolytiques, juste voilà, pour voir un petit peu comment toi t'aurais aimé qu'on réagisse pour toi à ce moment-là? Tout ce que tu proposes là, c'est tout le travail de reconnexion avec l'enfant intérieur, parce que quelque part, c'est l'entendre l'enfant émotionnel en nous, puisque quelque part, à cette époque-là, bien sûr que j'aurais voulu entendre, ressentir, c'est pas entendre des choses, c'était ressentir quelque chose. Et donc, juste deux choses, c'est qu'à un moment, il n'y a aucun procès d'intention, puisque quelque part, tout ça, ça a du sens. Parce que si je n'avais pas expérimenté tout ça, aujourd'hui, je serais pas là en train de te parler. Ça, c'est la première des choses. Et là, on est vraiment en train d'aborder un thème qui est fondamental, c'est l'acceptation pleine et entière de ce qui se présente. Puisque quand tu comprends les choses, mes parents m'ont aimé comme ils pouvaient. Je veux dire, j'ai été en colère pendant X temps, parce que j'étais en colère contre eux, mais le jour où j'ai compris ça, et ça, c'est grâce à Lise Bourbeau, cette femme extraordinaire, de comprendre qu'à un moment, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Ils m'ont aimé comme ils pouvaient. Hein, donc ça, c'est important. Déjà de le dire. Après, qu'est-ce que j'aurais voulu entendre? J'aurais juste voulu qu'un adulte qui incarne, entre guillemets, le résultat, entre guillemets, le parcours de vie, vienne juste se placer face à moi, me dise, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu ressens? T'as peur de quoi? Comment? C'est juste ça. Mais de sentir que c'était une présence sans aucun jugement. La plupart du temps, on n'a jamais peur pour soi, on a toujours peur pour les autres. On n'a jamais peur pour les autres, on a toujours peur pour soi, lapsus. L'idée, c'est qu'à un moment, quand on me donne des anxiolytiques, pourquoi on me donne des anxiolytiques? On me donne des anxiolytiques parce qu'ils ont peur qu'il se passe quelque chose. Ils ont peur qu'il y ait un chaos qui conduise à vraiment quelque chose. Donc, c'est pas pour moi, c'est pour éviter que eux soient des mauvais parents ou des mauvais médecins ou autres. C'est pour ça. Et je veux juste tenir ce discours-là. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, en 2021, je sais que ça existe encore, puisque des gens qui ont pignon sur rue ne sont pas équipés pour pouvoir entendre ce cerveau en étoile effervescent. Et c'est vrai que c'est déconcertant. La personne que j'ai eue ce matin, consultation par Zoom, c'est très up and down. Un mot, des pleurs. La phrase d'après, un mot, un éclat de rire. Quelqu'un qui voit ça va se dire, mais c'est quoi là? Attends, c'est n'importe quoi. Et en fait, c'est juste un état émotionnel qui est un peu, voilà, pas très très clair, parce que la personne n'est pas centrée. On a juste fait une visualisation. On a fait un exercice de recentrage qui passe par le cerveau droit, cerveau gauche. Et qu'est-ce qui se passe après? Je lui dis, comment tu te sens? Et elle m'a dit, apaisé. Je le dis parce que pour moi, c'est énorme, apaisé.
sans rien prendre par Zoom, ça veut dire pas pris de médicaments, rien du tout. Elle a juste compris que grâce à sa respiration, grâce à l'observation de soi, elle s'est sentie apaisée. Donc moi, à l'époque, qu'est-ce que j'aurais aimé? J'aurais aimé qu'on me reconnecte juste à moi, puisque j'étais tellement décentré, tellement, mais vraiment à l'opposé de moi. C'est tout le truc des poupées russes, tu sais, ça c'est mes petites poupées russes qui sont là-dedans. Il y avait un vide total intérieur. Mon vide intérieur fait que mes matrices de base n'étaient pas là, puisque dès ma naissance, il y avait le vide. Donc quand tu arrives à l'âge adulte, quand tu es vide, ben voilà, et donc tout le travail d'individuation, c'est de reconstruire toutes ces matrices pour arriver à une poupée piano entière. Et cette reconnexion à l'enfant émotionnel. Et ça passe par l'acceptation, et ça passe par la responsabilité. Et la responsabilité, c'est quoi? Je crée ma vie et j'assume les conséquences. C'est ce qui m'a permis, moi, à 40 ans, de quitter ma région natale, de quitter mes salariés, de quitter mes clients et de renaître à moi. Waouh! Merci déjà pour ce partage. Je vais essayer de revenir sur des points clés par rapport aux hypersensibles et multipotentiels. Alors, j'ai beaucoup aimé le passage où tu dis que si t'on fait prendre des anxiolytiques, comme tu dis, c'est pour finalement ne pas prendre la responsabilité des conséquences de ce qu'ils ne savaient pas ce qui allait se passer si jamais justement tu allais trop dans les extrêmes de cette hypersensibilité. Du coup, en fait, ils se protègent de quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Et ce qui est intéressant, c'est que ce que tu dis, c'est que tu aurais juste aimé qu'une personne soit là pour te permettre de te recentrer en t'écoutant. C'est super intéressant parce que aujourd'hui, finalement, tu n'as pas besoin qu'on vienne, je dirais, t'apporter des informations de plus. Tu as juste besoin d'être entendu. Et dans cette entente, pour trouver cet apaisement, j'aime beaucoup ce que tu as dit. Tu as dit que tu pouvais passer des larmes je dirais, au rire et que justement tu retrouves ton équilibre intérieur. Alors, toi qui regardes cette interview, j'ai déjà préparé des prochaines interviews entre-temps aussi. Et justement, on parle d'une chose assez intéressante chez les hypersensibles, c'est qu'ils sont capables de passer d'un état émotionnel à l'autre extrêmement facilement. Ce que tu viens apporter de plus dans ce que tu viens de dire, c'est qu'également, si on veut finalement accepter pleinement ces extrêmes qui font partie de nous, c'est-à-dire le pleur comme le rire, mais de manière extrêmement courte dans la durée. Vraiment, c'est ça qui caractérise beaucoup l'hypersensible. Il peut passer de ces états émotionnels extrêmement rapidement par rapport à d'autres personnes qui vont avoir besoin de beaucoup plus, je dirais, de traumatisme grand pour arriver à atteindre ces mêmes extrêmes. Toi, tu viens rajouter le côté apaisement intérieur qui est équilibre. C'est-à-dire que on a ces extrêmes, mais on sait retrouver son équilibre si on le sent. C'est comme si on était sur une balance et qu'au milieu, en fait, il n'y a pas d'équilibre. C'est soit on est à gauche ou à droite, ou hop là, ça va là, mais on vient jamais en son centre. Et ce que tu proposes, c'est que la personne vienne trouver son centre à un moment donné pour dire, je peux aussi me centrer, je peux aussi trouver mon équilibre. Donc, ce qui est intéressant, c'est on peut trouver son équilibre malgré qu'on accepte qu'on a également les extrêmes qui font partie de nous. C'est super intéressant par rapport à ça. Donc aujourd'hui, si une personne vivait quelque chose de difficile à vivre, une difficulté dans sa vie, et que justement l'entourage ne comprend pas forcément cette hypersensibilité, cet extrême dans cette sensibilité, ce que tu proposes aujourd'hui, c'est d'avoir une tierce personne, enfin une personne qui vienne nous entendre pour nous aider à retrouver cet équilibre. Est-ce que j'ai bien compris à ce niveau-là? Ah mais ça c'est clair, je veux dire, on n'a rien à faire. D'ailleurs moi ce que je propose, c'est juste une présence. Je ne propose rien d'autre. L'idée c'est l'acceptation de comment tu fonctionnes. Je te le redis, il y a des gens qui sont blonds, il y a des gens qui sont bruns, il y a des gens qui sont grands, il y a des gens qui sont petits, il y a des gens qui ont une sensibilité développée, il y a des gens qui ont une sensibilité très fine. Je te redis qu'aujourd'hui moi en tant que musicien, en tant que violoncelliste, quand je joue mes notes, si j'ai pas cette sensibilité de la juste note, je peux pas, entre guillemets, faire une mélodie qui est harmonieuse. Donc l'idée, c'est juste d'apprendre à reconnaître qui tu es. Donc ça passe par l'acceptation déjà de toi, pas de l'extérieur. Et donc si on va, entre guillemets, attendre de ses parents cette source normée d'amour en se disant « je veux que mon entourage me reconnaisse », ce qui a été mon cas. Mais c'est une erreur, puisque quelque part, c'est un puits sans fond. On demande à quelqu'un qui ne parle pas ta langue
de communiquer avec toi. C'est vraiment un problème de langage. C'est-à-dire que bon, on les appelle des fois les normaux-pensants, peu importe, ceux qui ont une sensibilité moins développée, ne peuvent même pas imaginer ce que peut être cet état d'être. Ils ne peuvent pas comprendre qui fait qu'à un moment tu regardes un reportage, tu peux avoir une montée de larmes malgré toi. Et c'est pas entre guillemets du jeu, c'est uniquement un état émotionnel qui est comme ça. Et il y a un reportage qui est... alors c'est drôle parce que c'est vrai que je peux parler de Carl Gustav Jung, je peux parler de références comme ça. Et il y a un reportage qui est très intéressant en 2008 sur une chanteuse belge ou canadienne qui s'appelle Lara Fabian, qui est sur le Vésuve et qui explique ce qu'elle a vécu, ce chaos émotionnel, parce que c'est une vraie hypersensible, et on lui disait qu'elle était toujours de trop. Et moi, je l'ai tellement entendu, ça aussi. T'es de trop. Et elle est là en pleurs sur le Vésuve. C'est vraiment un moment, ça dure 2 minutes. Et ça vaut le coup de l'écouter en disant t'es trop, tu es trop. Et tout ce travail de réconciliation à elle permet aujourd'hui d'avancer. Elle avance dans sa vie en acceptant qui elle est. Et finalement, elle a pris sa place. Et comme c'est étrange, depuis qu'elle a fait la paix avec ce trop en elle, plus personne n'en parle. Plus personne n'en parle. C'est devenu une norme chez elle. Mais tant qu'elle l'avait pas, elle, accepté, l'autre, comme un magnifique miroir, lui mettait en avant, mais t'es trop, t'es pas dans la norme et compagnie. Et ça, c'est le chemin typique de l'hypersensible, qui croit que c'est l'autre qui doit le valider. La base, comme dirait Lise Bourbeau, c'est toi, à la même intensité. Donc si tu t'aimes et te reconnais comme tu es, l'autre, de manière normale et logique, va te reconnaître comme tu es. Tout vient de toi. C'est exactement, je dis toujours, si je te dis, là, Vincent, tu vois, je suis heureux. Tu vas pas me croire. Sinon, je te dis, Vincent, je suis heureux. Regarde, c'est pas négociable. C'est posé en moi. Donc, automatiquement, l'autre en face, il n'y a pas de place pour qu'il puisse rentrer dans le doute de tout. Et ça passe par des gens, comme toi, comme moi, comme plein d'autres, qui vont juste permettre, dans quelques séances, c'est pas un travail de 20 ans, de vous autoriser à faire que les fondations prennent, les fondations pour que la maison puisse grandir, mais pas une maison extérieure. La maison avec laquelle vous passez toute votre vie, c'est laquelle? Vous. C'est ce qu'on appelle sa maison intérieure. Et reprendre des plans de maison, des fondations, bon béton là, et on peut monter sa maison. Et après, tu l'aimes pas. Et il y a des gens qui vont dire, oh, là en m'écoutant, mais qu'est-ce qu'il parle? Il parle avec ses mains, il prend des métaphores et compagnie. Puis il y a d'autres qui vont dire, waouh, ça fait sens. Correct. Et là, tu m'as perdu. J'avais 2 choses importantes à te dire, donc je vais essayer de retrouver parce que c'est pas évident à capter ces moments-là. Alors, oui, le trop. Alors, le trop est super intéressant ce que tu viens de dire parce que c'est vraiment un ressenti, que ce soit en tant qu'hypersensible ou en tant, d'ailleurs, que multipotentiel ou potentiel, ce que tu veux par rapport à cela. En fait, c'est toujours une histoire de trop par rapport à la norme de base. Donc, ce qui est intéressant également pour arriver à capter, je dirais, à en faire de cette autre normalité, comme tu as dit, une normalité, tu as si bien dit dans la première interview. Moi, une des choses qui m'a beaucoup aidé, c'est de trouver des personnes qui font de cette autre normalité une normalité. C'est-à-dire de retrouver des personnes qui fonctionnent de la même façon que toi. Pourquoi? Parce qu'en général, tu as peur de te dire que tu es seul. D'où tout l'objectif de cette série d'interviews, de te dire que tu n'es pas seul. Cette normalité, autre normalité existe. Les gens le vivent très bien, mais pour cela, déjà, connecte-toi à des personnes qui acceptent cette normalité et en font quelque chose de bénéfique. Donc, ce trop, en fait, c'est trop par rapport à la normalité de l'ensemble de la société. Ça, c'est intéressant. J'aimerais revenir sur cette question avant, qui me trotte et qui est très importante à mon sens, justement, de cette difficulté. Donc, tu aurais souhaité avoir une présence. Moi, j'aimerais qu'on trouve des solutions. Aujourd'hui, est-ce que tu peux, avec moi, je dirais, proposer qui sont les personnes, enfin, où est-ce qu'on pourrait trouver cette présence quand on se sent, quand on vit cette situation difficile? Alors moi, je crois que j'ai donné une partie de la réponse juste avant un petit peu quand même. Mais ce que je veux dire, c'est que au-delà d'aller la chercher vers des personnes qui ne nous comprennent pas forcément. D'ailleurs, tu as dit au niveau des parents, c'est vrai que moi aussi, ils m'ont pas compris. Mais attention, ça ne veut pas dire aussi que
à l'époque, en fait, ils acceptaient pas forcément de se comprendre. Mais il faut savoir aussi qu'il y a de la génétique dans tout cela. Donc, les parents pourraient aussi avoir des choses comme cela, mais peut-être qu'ils l'ont pas identifié chez eux. Ils l'ont pas encore compris. C'était pas assez développé, ou peut-être que d'ailleurs, toutes ces choses-là, ils l'ont beaucoup bloqué à l'intérieur d'eux. C'est possible que l'un de tes parents pourrait te comprendre, mais n'accepte pas aussi, d'ailleurs, d'aller vers cet état d'esprit, parce que peut-être que lui-même, on l'a bloqué auparavant. Bref, où est-ce qu'on pourrait trouver, à ton sens, je dirais, Jean-Louis, cette présence de ces personnes qui pourraient nous permettre de retrouver l'équilibre dans ces moments difficiles? Alors, dans ce que tu dis, il y a déjà plusieurs choses. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que personne ne peut faire le chemin à votre place. Donc ça veut dire que c'est pas parce que, à travers ce que tu dis, il y a encore une croyance qui fait que grâce à la connexion à l'autre, je vais pouvoir prendre ma place. Non. Grâce à vous, vous allez pouvoir avancer. L'idée, c'est juste de vous sentir légitime dans ce chemin d'individuation. De dire qu'à un moment, cette croyance que c'est l'autre qui va encore une fois me légitimer, non. Donc nous, ce qu'on peut vous proposer, puisqu'à travers ce que tu dis... Je voudrais juste revenir quand tu dis le fait de légitimer. Quand je dis ça, moi je pars du principe que tu prends la décision d'aller voir une personne, donc déjà ça vient de toi. Si tu ne prends pas la décision d'aller regarder à l'extérieur, déjà ça vient de toi. Mais quand tu vas regarder à l'extérieur, c'est aussi ta perception de ce que tu vas voir. Par exemple, moi j'ai une personne avec qui j'étais, effectivement, une amie, elle m'a dit j'ai pas trouvé le meilleur psychologue, psy pour m'aider. Je dis ça, je suis pas d'accord. C'est à toi aussi d'écouter ce que tu as envie de comprendre pour t'aider toi, mais c'est toi qui dois prendre la décision de t'aider. Et c'est pas le meilleur qui va trouver la meilleure solution, mais à toi de piocher ce qui est important pour toi pour te faire avancer et de ne pas attendre le meilleur en face de toi. C'est-à-dire, c'est toujours, ça vient de toi, de ta perception, de prendre la décision de démarrer, la décision de rebondir si tu le souhaites. Mais les personnes ne sont que, je dirais, des intermédiaires. Le meilleur, c'est le plus juste pour toi. C'est-à-dire que la notion de bien-mal, chez moi, de toute façon, ceux qui me connaissent savent très bien que je parle pas de bien et de mal, je parle de justesse. Donc l'idée, c'est, je dirais, fiez-vous à votre intuition. Fiez-vous à votre intuition. Quand vous êtes face à une personne, comment vous vous sentez? Là, vous nous écoutez depuis 3/4 d'heure. Comment vous vous sentez? Si vous vous sentez connecté à vous, ça veut dire que l'espace qu'on propose avec Vincent vous permet, vous, de faire le chemin. Si maintenant on vous insupporte, c'est correct. Donc l'idée que je te dirais, c'est de se fier déjà à son intuition et après de laisser la vie faire son œuvre. Moi, j'ai fréquenté un nombre incalculable de thérapeutes, de coachs, de médecins et autres. J'avais besoin de ça pour arriver à une prise de conscience fondamentale aujourd'hui, qui est de me dire, chacun sa place, mais moi, je ne me retrouve pas dans tous ces gens. Donc là, je me sens légitime et c'est pour ça que je te parle aujourd'hui à toi, Vincent. Mais j'ai eu besoin d'expérimenter tous ces gens pour pouvoir me dire à un moment, mais est-ce que franchement tu ressens que ce qui t'apporte c'est juste? Et comme je sens que non, je me dis là aujourd'hui, qui peut aider un hypersensible autre qu'un hypersensible? Puisque quelque part, je me rends compte que depuis que j'ose, entre guillemets, cette étiquette, l'univers m'envoie des gens là et les résultats, je dis bien les résultats, comme je partageais en disant je me sens apaisé, c'est le seul objectif, c'est de ressentir la paix intérieure. C'est rien d'autre. Après, chacun fait sa vie, mais c'est de ressentir ce niveau du curseur là qui tourne. On est toujours sur 10 en disant qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je dois faire pour me ressentir là légitime. Non, subitement le curseur tombe et la vie, elle est là. Donc vraiment, ça c'est important. Et l'idée que je voudrais juste aussi préciser, c'est quand tu dis mes parents m'ont pas compris, ça veut pas dire qu'ils m'ont pas compris, qu'ils m'ont pas aimé. C'est très très important de bien faire une nuance. Je vous redis, vos parents vous aiment comme ils peuvent vous aimer. Nous, on fait un travail magnifique, c'est-à-dire que entre guillemets, la génération qui va arriver, on va pas reproduire. Et pour moi, le but d'une vie, c'est toujours d'être entre guillemets transmettre ce que nous on a compris. Donc ça veut dire que mes parents m'ont donné ce qu'ils ont compris. Bien sûr que mon père était aussi un hypersensible, mais à l'époque, on n'appelait pas ça comme ça, puisque on appelait ça en disant tiens, oh là, t'es sensible, mais on disait pas hyper sensible. Aujourd'hui, c'est rassurant pour ça. Mais l'idée, c'est que au-delà de l'étiquette, si dans tout ce qu'on vous a dit là dans les deux séries d'interviews, il y a eu 2-3 idées qui ont fait sens, il se pourrait que vous ayez peut-être une particularité. Mais ne rentrez pas
dans le travers après de vous identifier à l'hypersensibilité. Ça, c'est super important, je veux vraiment le dire, c'est-à-dire que vous n'êtes pas hypersensible, vous êtes parfait tel que vous êtes. Et là, je vais me permettre de reprendre une image d'Eckhart Tolle qui est importante, que j'ai vue au Grand Rex et qui est un maître spirituel que je trouve extraordinaire. Vous êtes une peinture. Aujourd'hui, vous êtes une peinture très harmonieuse, ou alors vous êtes une peinture très très noire avec de la colère. Mais derrière toute peinture, il y a une toile. Et la toile, elle est parfaite, elle est blanche, immaculée, elle est parfaite. Donc aujourd'hui, sur cette toile, il peut y avoir une peinture colère. Donc à partir d'aujourd'hui, je vous encourage juste une chose, petit exercice pratique. Vous ne direz plus « je suis en colère ». Vous allez dire « il y a de la colère en moi ». Pourquoi? Parce qu'en disant « il y a de la colère en moi », ça sous-entend que vous êtes parfait, la toile est blanche, et qu'aujourd'hui, la peinture, elle est colère. Mais demain, elle peut être joie et bonheur. Et vous ne direz pas « je suis joyeux », il y a de la joie en moi. Regardez le pouvoir que ça vous redonne. Ça veut dire que la toile, elle est parfaite et que la peinture peut être comme ça, comme ça, comme ça. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous, en tant qu'hypersensible, votre toile, elle est un peu plus fine que les autres. Votre toile, elle est un tout petit peu sur un grain différent qui permettra d'avoir une peinture avec un reflet encore plus fort. Des fois, il y a des toiles très brutes et des fois, il y a des toiles 26 carats. Et vous êtes un diamant. Donc, ça veut dire que la peinture sur un diamant, waouh, elle fait qu'elle est absolument extraordinaire. Ce qui fait que toi, tu as cette aura-là, Vincent, qui fait que quand tu prends l'image, tu captes, mais c'est ton corps d'énergie qui est là. La toile, ton diamant rayonne. Et c'est pour ça que je dis que nous sommes des cadeaux. Mais par contre, oui, il faut être solidaire, mais c'est à vous de faire le chemin. Donc, pour répondre à ta question, si vous vous sentez, vous avez mes coordonnées, vous avez les coordonnées de Vincent, venez participer, rayonner, mais sans vous identifier après avec votre ego en disant « je suis un hypersensible, donc je suis plus ». Pas du tout. On est tous au même niveau et on a besoin de gens qui parlent ce langage-là et nous, on parle un langage plus fin. Mais la base est la même, on est juste des humains. L'ego spirituel nous ferait dire « ouais, super, je suis plus ». Non, vous n'êtes pas plus. Vous avez juste une caractéristique. Et moi, j'ai juste une caractéristique qui fait qu'à un moment, je parle un langage qui peut correspondre à certaines personnes ou pas. J'ai envie de revenir sur ces deux termes, miroir et étiquette. Miroir, enfin c'est moi qui ai dit un terme miroir, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de chaque personne, il y a un miroir de vous. Une partie en fait de chaque personne a un miroir de vous. Il y a une partie qui se reflète, d'où notre connexion, je dirais, par rapport à cela. Mais à la fois, comme tu l'as si bien dit, on a une partie, mais on n'est pas je dirais, ok, on a un miroir à l'intérieur, justement, par exemple, de l'hypersensible. Donc, on a un miroir qui se reflète sur cette hypersensibilité, mais on n'est pas que ça, comme tu l'as si bien dit, ce n'est qu'une caractéristique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si on regardait, comme tu as dit, voilà la toile, et il y a une partie de la toile, c'est un miroir quand on est avec une personne, parce qu'on est connecté sur ce même faisceau, je dirais, voilà, par rapport à cela. Donc, ce que je veux dire, c'est voilà, il y a vraiment une question d'une partie d'une personne se reconnaît. D'où le fait que quand on va voir, c'est ce que je disais tout à l'heure, des personnes qui ont une partie d'elles qui se connectent à nous, bah déjà, ça nous permet de nous sentir mieux et justement de retrouver cet apaisement dont tu parlais, cette présence, parce qu'il y a et encore, comme tu l'as si bien dit, en fait aussi, il n'y a pas qu'une question où la personne va être un miroir, mais juste qu'elle demande à découvrir aussi d'ailleurs cette hypersensibilité pour trouver cet équilibre. Mais ça, c'est intéressant de trouver une présence d'une personne qui fonctionne de la même façon. Donc, il y a une partie d'elle qui fonctionne de la même façon que nous. Tu as dit effectivement que les personnes peuvent venir vers nous. Je pense que c'est dans des cas aussi quand même où les personnes ont ce besoin et cette envie parce qu'il y a vraiment une volonté forte. Bon, en général, si tu regardes cette interview, c'est qu'il y a une volonté forte. Néanmoins, autour de toi, il peut y avoir des personnes qui n'ont pas une volonté forte de comprendre cette différence. En tout cas, pas une volonté exprimée. Peut-être qu'ils ont une volonté interne, mais qu'ils n'osent pas peut-être encore mettre des actions en place. Et ils ont besoin encore de déclic. Pour cela, justement, l'idée, je propose moi de ce côté-là, c'est d'aller voir des personnes qui vont peut-être avoir justement cette sensibilité que tu as, comme tu l'as si bien dit Jean-Louis, sur le côté musical. Peut-être que justement, tu peux aller voir des amis sur le côté musical qui ont une sensibilité à un niveau au-dessus aussi. Et du coup, en fait, tu vas pouvoir te recentrer sur cette sensibilité avec des personnes qui te comprennent par rapport à cela, dans le sens où ça va t'apaiser un minimum de plus être trop.
comme tu l'as dit, Jean-Louis, ne serait-ce que ça. C'est-à-dire de te retrouver avec des personnes où tu n'es plus trop, mais que tu as des personnes qui ont une sensibilité. Alors ça peut être dans n'importe quelle passion, mais en général, quand on est passionné, on a cette sensibilité. Donc tu peux aller trouver des personnes qui sont dans la même passion que toi. Mais en fait, ces personnes, tu peux en trouver quand même beaucoup autour de toi. Il faut juste que tu apprennes à dire non à celles que tu vois qui ne sont pas comme ça et à te bouger peut-être un petit peu le derrière, d'aller chercher dans des endroits comme on vient de dire des activités en corrélation avec ta passion, donc c'est-à-dire de faire des actions pour changer d'environnement, pour trouver ces types de personnes autour de toi. J'ai envie de revenir sur le mot étiquette rapidement. Étiquette, en fait, ça revient au même de ce que j'ai dit par rapport au miroir, parce qu'en fait, c'est juste une partie de nous. L'étiquette, c'est quoi? C'est une caractéristique, en fait, comme tu l'as dit. Mais c'est surtout pas, comme tu as dit, je suis. Non, ça fait partie de moi. C'est-à-dire que j'ai une partie de moi qui se nomme comme cela. Moi, c'est une des choses où effectivement, toi et moi, Jean-Louis, justement, on a une perception un petit peu différente par rapport à cette étiquette, parce que, à mon sens, l'étiquette, ce qui est important, à mon sens, par rapport à cette étiquette, c'est justement, on refoule beaucoup les étiquettes, parce que, à mon sens, on s'est senti rejeté à cause d'une étiquette. Parce que, comme tu l'as dit, Jean-Louis, c'est qu'on a mis toute la toile en disant, ben la toile, elle est ça. Pour toi. C'est-à-dire qu'on te dit, toi, t'es trop, par exemple. Ça, c'est l'étiquette sur ta toile au complet. Alors que c'est qu'une partie de toi. Et que toi, t'es au-delà de ça, mais qu'on t'a mis une étiquette dessus globale. Pour moi, les étiquettes sont juste, comme on l'a dit, des petites caractéristiques de nous. Et ce qui est intéressant dans les étiquettes, c'est-à-dire dans les similarités, moi, c'est comme ça que je le ressens plutôt, l'étiquette, plutôt une similarité par rapport aux personnes, c'est de nous permettre d'avoir une base, je dirais, comme des fondements, des bases, des fondements où on peut retrouver des caractéristiques communes qui nous permettent de travailler après notre unicité qui va encore. C'est-à-dire qu'on a des bases communes et après on a des bases, je dirais, authentiques et uniques. Et ces étiquettes, pour moi, ou plutôt ces similarités, permettent d'abord de nous connecter. Pour ensuite, de nous reconnecter, je dirais, à l'ensemble des personnes, donc tous ces miroirs, pour ensuite se retrouver à l'intérieur de nous-mêmes, notre propre authenticité. Donc c'est comme un jeu de ping-pong, je dirais, de retrouver ces similarités pour retrouver notre authenticité. Parce que comme tu l'as si bien dit, Jean-Louis, c'est en allant voir toutes ces personnes qui avaient justement aussi cette différence, et pas forcément cette similarité d'ailleurs par rapport à cela, que tu as trouvé ton authenticité. Donc ce que je veux dire, c'est qu'à travers les autres, mais c'est notre action. Si on n'a pas décidé notre intention, d'avoir d'ailleurs une bonne intention, de trouver aussi ce qu'on a envie de trouver à l'intérieur de nous, et que c'est pas les autres qui vont aller à l'intérieur de nous et nous, je dirais, prendre la décision, c'est toujours nous, que ça vient de nous, d'aller voir les autres et d'avoir la bonne perception, le retour pour trouver ce qu'on a aussi, je dirais, ce qu'on est venu chercher et que c'est pas les autres qui vont modifier pour nous, comme tu le disais aussi dans la première interview de Jean-Louis. Attention à toutes les personnes qui vont venir modifier intentionnellement ce qu'elles veulent pour faire ce qu'elles veulent de toi. Non, c'est à toi de prendre la décision de tu sais pourquoi tu y vas et tu sais ce que tu viens y chercher et tu contrôles toutes ces choses-là. Donc, tout ce que je voulais dire, c'est que l'étiquette, plutôt une similarité, mais ce n'est pas quelque chose qui est subi. C'est plutôt une base qui est proposée et qu'on peut disposer ensuite. C'est un choix personnel. Ce n'est pas quelque chose qui est subi, c'est quelque chose qui nous permet d'aller plus loin si on le souhaite. Et si aujourd'hui, effectivement, ce mot qui est très fort, qui est très dur, étiquette, justement, ne te convient pas, ne le dis pas en mot étiquette, mais plutôt, comme je le propose, en mode similarité. Et j'ai des similarités comme j'ai des différences. C'est quelque chose de très complet. Donc, et pour nous connecter, que ce soit aux autres et que ce soit à nous-mêmes par rapport à tout cela. C'était le point. J'aimerais terminer, Jean-Louis, avec une autre question qui est extrêmement importante, que j'ai envie de poser dans mes interviews. Vraiment, c'est très, très important. Le jour où tu as eu le déclic de comprendre cette caractéristique, je dirais vraiment de l'identifier officiellement, cette caractéristique. Là, je dis bien officiellement parce que officiellement est assez fort comme mot, mais où tu as accepté de dire, bah maintenant, je suis hypersensible, je suis multipotentiel. Maintenant, c'est un fait, un point, c'est tout. Et je ne laisserai personne me dire, je suis trop. Tu vois, ce jour-là, moi, ça m'est arrivé très tard, à plus de 30 ans. Hein. Donc, toi, c'est quand que tu as décidé de dire, je suis officiellement différent et comme tu l'as dit pour justement l'histoire, c'était Lara Fabian, c'est ça?
Ouais, tout à fait, la chanteuse, ouais, tout à fait. Voilà, Lara Fabian, quand elle a accepté de trouver. C'est quand ce jour-là pour toi? Qu'est-ce que ça a été ça? C'est ce que tu dis, c'est-à-dire c'est un parcours de vie où malgré tout tu le ressens et c'est comme si c'était une espèce de construction de vase communicant. C'est-à-dire que tu le dis, tu fais un peu marche arrière, tu observes, tu apprends. Et moi, ceux qui me connaissent savent très bien que je n'aime pas les choix, j'aime bien ressentir une évidence. C'est-à-dire que le choix, c'est toujours un peu compliqué, alors que l'évidence, c'est quelque chose qui est posé en soi et qui fait que quoi qu'il se passe, à l'extérieur ou à l'intérieur, c'est évident. Donc il y a eu quand ce moment précis, c'est ça en fait la question. Il y a eu. Je te laisse y aller, mais à la fin, je veux vraiment que tu me donnes le point précis. Ah oui, mais il y a eu trois moments. Okay. Premier moment, j'ai 30 ans, je suis pas tout à fait 29-30 ans. Je suis sur scène sur le à l'Opéra de Nancy. Je danse un ballet qui s'appelait Biodanza de Vivaldi. Et là, au moment des saluts, je ressens pour la première fois ce que c'est être. Pourquoi? Parce que j'ai des gens qui applaudissent et qui ne m'ont pas applaudi pour ce que je disais, pour le jeu de rôle que je faisais, mais pour ce que j'étais. Puisqu'en incarnant avec mon corps, au-delà des mots qui sont limitants, j'avais une reconnaissance de ce que j'étais. Ça, c'est le premier implant qui a été un élément majeur dans ma vie, mais complet. Ça, c'est la première des choses. Deuxième moment, qui est un moment fort dans ma vie, c'est août 2003, en Provence. Sous le ciel de Pierre Cardin, il a organisé un festival de musique. Il y a Renée Fleming, qui est une chanteuse internationale, qui arrive spécialement pour chanter. On est 300 personnes. Je suis sous un ciel étoilé de Provence, moi qui viens d'un milieu modeste de Lorraine. Et là, dans un leader de Strauss qui s'appelle Morgan, je ressens une grâce intérieure où je touche le sublime. Le sublime, c'est quoi? C'est quand tu as juste le sentiment d'être aligné. Tu es à la bonne place au bon moment et tu vis un état de grâce. Ce qui me fait aujourd'hui vivre ici, puisque quand j'ai eu mes soucis de santé, j'ai décidé de venir vivre ici uniquement à cause de ce moment, puisque là, tous les éléments étaient alignés. Donc là, on est en 2003. Et pour te faire une confidence, la révélation a été là, pendant cette période de crise de Covid, comme plein de gens, sur me dire c'est quoi le sens de ma vie et qu'est-ce que moi je décide en tant que petit Jean-Louis Raphaël Mersch pour pouvoir, entre guillemets, me sentir à l'aise. Donc j'ai essayé, j'ai expérimenté, puisque comme dit Lise Bourbeau, toutes les expériences sont là pour apprendre sur soi, et j'ai découvert que c'était plus du tout le moment de jouer un rôle, c'était plus du tout le moment de rentrer dans le moule, et que là, il fallait que je prenne ma place, quitte à défier l'autorité. Et ça a été, mais alors un tsunami d'expérience où en prenant ma place, en défiant l'autorité, subitement, je n'étais plus reconnu dans ce que j'étais. Mais c'est normal, j'étais plus la marionnette. Donc, il a fallu déconstruire un modèle pour renaître à soi. Et pour la première fois, grâce à une femme extraordinaire qui s'appelle Joanne Gervais, j'ai pu vivre quelque chose que je n'arrivais pas à revivre. C'est ce chaos de 13 ans, qui est ce moment où la lumière s'est éteinte dans ma vie. Je dis bien ressentir, c'est-à-dire de revenir dans l'état émotionnel. Et le plus difficile pour un hypersensible, ce qui est très paradoxal, c'est de sentir profondément la chose en soi. Et là, subitement, la légitimité, la simplicité, et le fait de ne plus avoir peur d'être uniquement ce que je suis. Donc c'est frais. C'est ça où je dis que la plus belle des choses, c'est la vie, puisque la plus belle des choses que j'ai envie de vous dire, faites confiance à la vie. Et que moi, si on m'avait dit il y a 20 ans, tu vas expérimenter tout ça, je t'aurais dit, ben non, j'ai pas envie. Mais au fait, on a juste un seul job à faire, c'est d'être aligné dans qui on est et dans l'acceptation pleine et entière de qui on est, et de laisser la vie s'amuser. Laisser la vie s'amuser. Je vous ai raconté un truc la dernière fois par rapport au fait que voilà, j'hésitais, mais en étant juste moi. Et en fait, on attend tellement des choses de la vie, mais la vie, elle attend quoi de nous? C'est la seule chose que j'ai envie de vous dire. La vie, elle attend de quoi de vous? Et vous avez deux possibilités. Soit vous continuez à entretenir ce chaos émotionnel, soit à un moment vous appuyez sur pause,
Vous rencontrez des gens comme Vincent, comme moi ou comme d'autres, où vous allez vous sentir juste reconnecté à vous. Et ensuite, comme les roues de vélo arrière, et vous vivez votre vie. Et la vie, elle est belle. Il y a une espèce de chef d'orchestre, vous l'appelez comme vous voulez. Pour moi, j'en suis convaincu aujourd'hui, que le chef d'orchestre, il est là. Et qu'est-ce que ça va être quoi ma journée? J'ai un besoin, il est déterminé, et je nourris mon besoin. Aujourd'hui, mon besoin, il est juste d'éclairer, en toute humilité, ce que j'ai compris, d'éclairer ce monde, d'éclairer des gens. C'est pour ça que j'organise des conférences, c'est pour ça que je fais ces consultations. Mais après, j'accepte qu'on puisse dire non, ou qu'on puisse dire oui. Peu importe le résultat, j'ai aucun pouvoir. Puisque je voudrais juste terminer par quelque chose. Je ne suis pas coach, je ne suis pas consultant. Je suis au-delà de tout qualificatif. Donc en tant qu'hypersensible, c'est pour ça qu'on n'est pas tout à fait d'accord là-dessus, je suis. Si je mets quelque chose derrière, automatiquement, on regarde du prisme d'éducation de la société, on va avoir un champ émotionnel qui va... Je suis, il n'y a rien, regarde. Si je te dis Vincent, tu es. Peu importe derrière. Et là, j'accepte que tout est possible. Et c'est ça que je trouve génial, c'est que dans cette vie-là, on vit une époque magnifique qu'on appelle l'ère du Verseau, qu'on peut appeler l'ère post-Covid. On est dans l'ère de l'être. On passe d'une ère où on était dans l'avoir et le faire, celle de nos parents, à cette ère magnifique aujourd'hui où on est dans l'ère de l'être. Je suis, et après, je fais et j'ai. Mais d'abord, je suis. Et toi, comme moi, et c'est pour ça qu'on fait cette série d'interviews, on est, en toute humilité, qui on est. Peu importe le mot que tu mets derrière. Alors, si tu veux dire, je suis coach, moi, ça me va. Je suis consultant, ça me va. Il y a même des gens qui disent d'autres. L'essentiel, c'est mon niveau d'énergie. Est-ce que ce niveau d'énergie-là peut t'apporter cette reconnexion à toi? Mais c'est toi qui fais ton travail d'individuation puisque tu es responsable de ta vie et c'est s'unir à soi. Et la vie n'est qu'une expérience pour arriver à ce chemin magnifique. Il y a un TEDx de Laurent Gounel qui a écrit L'homme qui voulait être heureux, qui parle très bien de ce je suis, comme tu dis, et qu'on se définit pas par une caractéristique. Et justement, c'est un petit peu ça le souci qu'on discutait avec les étiquettes. Donc tout ça n'est qu'une partie, comme tu dis sur la toile. C'était vraiment une très belle image que tu as donnée. Je te remercie pour cette deuxième partie d'interview qui a duré aussi un petit peu de temps, mais justement l'objectif, toi qui regardes cette interview, si tu es encore là, on n'est pas là pour faire, je vais être un petit peu cash, mais on n'est pas là pour faire du bon marché. On n'est pas là pour faire de la quantité. On est là pour se sentir bien. On est là pour partager. On est là pour ressentir. On est là pour se laisser aller. On est là pour s'écouter, et quand je dis s'écouter, je pense à s'écouter les uns les autres, mais s'écouter intérieurement à travers aussi les autres, toute cette connexion. Donc, dans cette série d'interviews, il n'y a pas de moment. D'ailleurs, si tu trouves de temps en temps que c'est trop long par rapport à ce qui se passe dans le quotidien de la vie de tous les jours, parce que ça se trouve, tu as des enfants au moment où tu écoutes ça et tu dois t'occuper à droite à gauche d'autres choses, tu mets pause. Cool, et tu reviens. Voilà, et c'est ça l'idée, c'est nous on propose toutes ces choses-là, et justement c'est vraiment on offre et les gens ils prennent, on propose, ils disposent. C'est comme ça effectivement. Je pense que tu ressens les choses également, Jean-Louis. C'est mon intention qu'il y a derrière toute cette série d'interviews. Eh bien, vraiment très intéressant pour une première. Je dirais, tu vas ouvrir le bal de cette série d'interviews. Je pense que tu as posé des belles bases parce que à l'intérieur, tu nous as transmis des exemples personnels, mais tu as également, je dirais, une capacité de transmettre vraiment, tu es spécialiste pour justement aider ces personnes dans le sens où tu connais très bien le process de tout ce qu'on peut ressentir pendant toute cette vie. Tu l'as toi-même, je dirais, vécu, mais tu l'as compris surtout. Parce que justement, peut-être toi qui regardes ces interviews, tu le vis, mais tu le comprends pas encore. Donc c'est très intéressant, Jean-Louis, parce que tu as donné vraiment beaucoup de points clés pour comprendre, je dirais, l'ensemble et pour l'analyser, l'observer ensemble. Donc je te remercie à toi qui as regardé aussi cette interview d'être resté avec nous. N'hésite pas à mettre donc des commentaires en dessous. Là, j'ai fait beaucoup de vidéos depuis assez longtemps, mais là, je vais le dire vraiment, c'est totalement impersonnel. Je veux le dire vraiment avec le cœur, partage. Mais pas un partage parce que on doit partager, non, partage pour aider des personnes, je dirais, qui ont envie
et besoin, ou plutôt besoin et envie. C'est plutôt l'inverse. Besoin et envie, parce qu'elles peuvent avoir besoin, elles ne sont pas au courant forcément, enfin, elles n'ont pas forcément envie et elles sont pas au courant que c'est quelque chose qui pourrait les aider. Donc, partage en toute humilité avec des personnes autour de toi que ça pourrait donner un coup de pouce. Vraiment, je le dis, c'est vraiment un projet cœur plus, je dirais, parce que j'ai un premier projet cœur, mais celui-ci c'est vraiment mon projet qui me touche le plus, pour justement aider un plus grand nombre et pour partager, comme moi avec Jean-Louis, toute cette bienveillance et toutes ces choses qu'on peut s'entraider les uns les autres. Partage cet amour. Voilà, c'est ça l'idée qu'il y a derrière. Donc, Jean-Louis, je vais te laisser le mot de la fin en donnant un petit conseil, comme tu sais si bien le faire, pour les personnes qui nous regardent. Et encore merci à toi qui regarde cette interview et merci à toi, Jean-Louis, pour cette interview. Je te laisse terminer. Merci. Donc déjà, je vais te remercier, Vincent, parce que c'est vrai que c'est sympathique de m'avoir invité. Et puis surtout, si j'initie une nouvelle série, donc ça veut dire qu'on aura des couleurs différentes avec des nuances. On n'est pas d'accord, surtout, c'est normal. Je vais vous dire deux choses. La première des choses, c'est premièrement, ne gardez de ces interviews que ce qui parle pour vous. En aucun cas, laissez-vous happer par quelque chose qui ne résonne pas juste pour vous. Vous ne gardez de ces échanges que ce qui parle pour vous. Ça, c'est vraiment important. Et la deuxième des choses, c'est là où j'en suis aujourd'hui, je me rends compte que la vie, elle est simple. Et que parfois, on a tendance à vouloir un tout petit peu la complexifier. Donc, reconnectez-vous à l'essence de la vie. Et pour ce faire, connectez-vous à la nature. Dans la terre, dans l'eau, dans l'air, dans le feu, il y a tout. Donc quand ça va pas, quand il y a trop de mental, parce que ça c'est vraiment notre spécialité, respirez et reconnectez-vous à l'essentiel. La terre, l'air, l'eau, le feu. Prenez soin de vous, et puis vous savez où me trouver, vous savez où trouver Vincent, et à bientôt. Ciao, ciao. Gratitude.